Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Hugues Barthélémy, Thierry Auquet et Guillaume Leblanc pour cette table ronde que je présenterai bien sûr un petit peu plus complètement. Alors on a vu hier que la critique de l'humanisme classique, celui en tout cas qui était promu par les Lumières, consistait peut-être à remettre en cause les distinctions sur lesquelles il s'était édifié. Nature-culture, homme-machine, nature-artifice et peut-être même le dualisme homme-femme. Mais la question, c'est aussi de savoir si on peut vraiment dépasser ces dualismes. Et puis d'un autre côté, on a vu aussi que l'humanisme est critiqué de toutes parts, comme une vision étroitement anthropocentrée. Alors entre l'essor de l'écologie dite profonde, de l'éthique animale, des courants trans ou post-humanistes, le paradigme humaniste semble aujourd'hui pris un petit peu dans un étau. Et les frontières entre l'homme et l'animal, entre la nature, la culture, la technique et la biologie semblent se déplacer jusqu'à s'abolir. Alors est-ce que ce serait la fin de l'exception humaine ? C'est en tout cas probablement la fin d'une certaine conception de l'homme qui en faisait le centre et peut-être le maître de la nature. Mais nous semblons aujourd'hui avoir un petit peu perdu les repères qui permettaient traditionnellement de nous définir comme humains, soit en nous distinguant clairement d'un côté des machines, soit en nous distinguant clairement de l'autre côté des animaux. Et c'est ce constat qui nous invite à nous poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore être humaniste ? Et si oui, sur quel fondement construire un nouvel humanisme qui ne retombe pas dans les travers de l'humanisme classique ? Alors est-ce qu'il faut penser à un humanisme élargi, un humanisme qui excentre l'homme, dont l'homme ne soit pas le centre, paradoxalement, un humanisme ou encore un humanisme qui se recentrerait sur l'humain, mais dans un sens peut-être le plus moral du terme, qui porterait haut des valeurs comme la bienveillance, par exemple. Alors si on veut repenser l'humanisme, on peut peut-être, il faut répondre aussi sur ce terrain-là. L'humanisme ne doit pas évidemment oublier l'homme non plus, même s'il doit se préoccuper d'autres choses, mais de l'homme dans ses conditions de vie concrètes, de travail, et dans sa dimension aussi éthique. Se soucier de l'autre, de son prochain, pour échapper peut-être à une forme de déshumanisation auquel parfois les conditions de travail et la vie en général nous posent. Alors pour débattre de cette question et voir quels peuvent être les visages d'un nouvel humanisme, on va nos trois invités vont faire successivement un exposé d'une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, puis ensuite on débattra évidemment avec la salle, donc vous pourrez poser toutes vos questions et on échangera sur ce qui a été dit et puis évidemment sur d'autres choses éventuellement. Alors pour débattre de cette question, je vous présente donc Thierry Auquet. Il est philosophe, professeur des universités. Il enseigne à l'université Paris-Nanterre, où il dirige l'Institut de recherche philosophique. Il est spécialiste des sciences du vivant et de la philosophie des Lumières. Il a d'abord enquêté sur l'histoire naturelle de Buffon avant de se tourner vers Darwin. Il a notamment traduit et annoté la première édition de l'origine des espèces de Darwin. Il critique à sa manière la manière dont la culture prétend s'ancrer dans la nature et il s'attache à mettre en cause justement le fondement naturel de certaines catégories, comme par exemple celle de sexe. Et ses travaux portent à la fois sur la science de la vie, mais dans ses prolongements culturels. Quels sont les modèles de l'évolution, le concept de sexe en biologie, les rapports entre les machines et les organismes. Alors, il a écrit beaucoup de choses sur la question, des ouvrages sur Darwin, mais aussi un ouvrage qui s'intitule « Cyborg philosophie, pensée contre les dualismes » en 2016, « Sexus nullus ou l'égalité » en 2015, « Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie » en 2016. Notamment donc vous trouverez bien sûr tous ces ouvrages chez notre partenaire le Square, la librairie Le Square, donc je vous invite aussi à vous y rendre entre les sessions. Et puis Décide ou la liberté en 2017, donc un ouvrage, un essai sur la liberté. Nous accueillons aussi Guillaume Leblanc. Et il est philosophe et écrivain, professeur des universités. Il enseigne à l'université Paris 7 Denis Diderot. Son travail porte essentiellement sur la question de la critique sociale, à partir d'une réflexion qu'il a faite sur Foucault, sur Canguilhem, sur la question des normes. Et son travail se fait beaucoup en lien et en dialogue avec les sciences sociales et aussi la médecine. Il s'intéresse plus particulièrement à la question de la vulnérabilité et la précarité.
Et il cherche à cerner les contours d'une vie décente. Hein. Qu'est-ce qu'une vie vraiment humaine et décente peut signifier? Et s'attache dans cette optique à constituer vraiment une philosophie pratique qui va vraiment chercher dans les vies ordinaires et précaires, celles des exclus, des étrangers, des migrants, ceux qui sont condamnés parfois à une certaine forme d'invisibilité sociale. Donc tout ce travail sur les normes s'inscrit vraiment dans une entreprise globale aussi de relecture de la philosophie contemporaine. Il va donc nous entretenir sans doute aussi de l'humanisme au sens peut-être un peu plus moral du terme. Alors il a écrit beaucoup d'ouvrages sur Foucault déjà, la pensée Foucault, des ouvrages sur un autre ouvrage qui s'intitule Vie ordinaire, vie précaire en 2007, un autre qui s'intitule L'invisibilité sociale en 2009, un ouvrage sur Canguilhem et la vie humaine en 2010. Il a écrit aussi L'insurrection des vies minuscules en 2013 et dernièrement La fin de l'hospitalité, qui est co-écrit avec Fabienne Brugère, qui traite de la question en l'occurrence des migrants et de la manière dont on les accueille ou qu'on les accueille mal. Et nous allons enfin écouter Jean-Luc Barthélémy. Donc Jean-Luc Barthélémy est docteur en épistémologie. Il est directeur du Centre international des études simondoniennes à la Maison des sciences de l'homme à Paris-Nord. Donc c'est un centre qui est rattaché à l'université. Il est chercheur associé HDR à l'université de Paris-Nanterre. Donc c'est un spécialiste de Simondon. Simondon, c'est un grand philosophe penseur de la technique, un des rares philosophes qui a vraiment réfléchi sur la technique et en a fait une philosophie. Et il réfléchit sur les moyens de dépasser l'humanisme, ou plutôt de faire muter l'humanisme, de le redéfinir, de redéfinir le droit et toutes les oppositions un petit peu simplistes qu'on a évoquées tout à l'heure. Et il faut, à ses yeux, effectivement, essayer de penser un nouvel humanisme qui cherche à concilier peut-être le progrès technologique et les préoccupations écologiques. Il faut que l'humanisme soit à la hauteur des défis de ce siècle, finalement, notamment aussi du défi écologique. Alors, il a écrit beaucoup de choses sur Simondon, puisqu'il est vraiment spécialiste de Simondon, notamment Penser l'individuation, Simondon et la philosophie de la nature, en 2005. Ou encore notre ouvrage Penser la connaissance et la technique après Simondon en 2005, Simondon ou l'encyclopédisme génétique en 2008. Et il est notamment aussi le rédacteur des cahiers Simondon, donc toute une série de travaux et de recherches sur Simondon et d'éditions d'écrits qui sont vraiment très, très importants. Et puis il vient de publier, ça vient de sortir depuis quelques semaines, La Société de l'invention pour une architectonique philosophique de l'âge écologique aux éditions Matériologiques 2018. C'est une petite maison d'édition que je vous invite à connaître parce qu'elle fait des publications vraiment très intéressantes et il nous entretiendra en particulier de certaines de ses thèses. Alors nous allons en fait commencer par Jean-Luc Barthélémy, puis nous écouterons ensuite Thierry Hoquet et puis Guillaume Leblanc. Et voilà, donc je vous passe la parole et le micro. Merci Anne. Bonjour à tous, je suis très content d'intervenir ici sur un thème qui effectivement est central dans mon travail. Il était déjà central lorsque je travaillais sur Simondon et il est toujours central dans le nouveau livre par lequel j'essaie de reconstruire les grands pans de la philosophie en essayant d'aller au-delà de ce que Simondon avait pensé. Alors sur la question de l'humanisme, je défends pour ma part ce que j'appelle un humanisme décentré. Et quelqu'un d'ailleurs hier est intervenu aussitôt après la table ronde. Un monsieur a parlé avec insistance de la notion de décentrement. Et là je me suis dit, tiens, j'ai un copain dans la salle. Et alors cette théorie de l'humanisme décentré, elle est en lutte, dans une double lutte, avec ce que j'appelle l'idéologie du transhumanisme, qui pour moi n'est pas une philosophie, c'est tout au plus une idéologie. Ça, c'est une première lutte, parce que je pense que le transhumanisme est d'une grande naïveté. Ça a été rappelé hier, notamment par Bernadette Binsaud de Vincent.
La plupart des transhumanistes ne savent pas ce qu'est la technique. Et je pense qu'ils sont non seulement naïfs, mais ils peuvent être dangereux, parce que la situation écologique qui est la nôtre peut être tout à fait aggravée par des idéologies comme la leur. La deuxième lutte que je mène, c'est celle contre l'humanisme classique. L'humanisme classique, alors il y a deux figures. Je distingue deux grandes figures de l'humanisme classique. Il y a un humanisme qui est anthropocentrique ou anthropocentriste, qui considérait que l'homme est au centre de l'univers, c'est-à-dire que l'homme est placé dans la nature. L'anthropocentrisme consiste à placer l'homme dans la nature et à ajouter qu'au sein même de cette nature, il est radicalement différent des autres êtres, parce qu'il est celui qui donne un sens à tout le reste. Alors, dans les religions, ça se traduit par l'homme comme image de Dieu, parce qu'il posséderait la raison qui le rendrait infiniment supérieur aux autres espèces. Donc, il y a une forme d'humanisme très classique qui est anthropocentrique et qui place l'homme dans la nature, en son centre, en vertu, par exemple, et notamment de sa raison innée, c'est-à-dire naturelle. Il y a une autre forme d'humanisme qui s'est développée à l'âge contemporain et qui a ses prémices chez Rousseau et Kant, parce que chez Rousseau et Kant, on a déjà l'idée moderne, voire contemporaine, l'idée que l'homme aurait certes la raison, mais en réalité, cette raison ne serait qu'un potentiel qui ne pourrait se développer, se réaliser, s'actualiser que par l'éducation. Ce qui fait qu'à partir de Rousseau et de Kant, et ensuite ça s'est accentué, il y a l'idée que l'homme serait non pas au centre de la nature par sa raison innée et déjà pleinement actualisée, mais il serait en fait le dehors de la nature. Il serait un être historique, c'est-à-dire un être qui est fait d'historicité, de culture, et donc pour lequel l'éducation est absolument centrale. Comme disait Kant, l'homme n'est que ce que l'éducation le fait de lui. Et donc, à partir de Kant, et puis ensuite, durant toute la pensée contemporaine, avec par exemple une grande figure qui est Sartre, on a cette idée que l'homme serait non pas le centre de la nature, mais le dehors de la nature, et donc à nouveau un être tout à fait à part. Donc, quelle que soit la position de l'humanisme que j'appelle classique, que ce soit un humanisme anthropocentrique ou bien un humanisme de l'historicité de l'homme qui se ferait lui-même au lieu d'être fait par la nature, à chaque fois, l'homme est un être tout à fait à part. Il est radicalement différent des autres espèces. Et ce que je conteste personnellement, à la suite de Simondon, c'est effectivement ce statut qui serait celui d'un être tout à fait à part. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que je nierais une différence. Il y a bien une différence de l'homme, de même d'ailleurs que chaque espèce a ses spécificités. Simplement, il y a bien une différence très particulière de l'homme, sauf que cette différence, j'essaie vraiment de la penser à partir du cadre évolutionniste. Parce que pour moi, l'évolution n'est pas simplement une théorie. On dit toujours la théorie de l'évolution. Ce n'est pas simplement une théorie, c'est une vérité scientifique. Et donc, il s'agit pour la philosophie d'assumer pleinement, jusqu'au bout, ce qui à mon avis est très difficile à faire et n'a pas été fait, assumer pleinement le fait que, depuis Darwin, on doit penser l'homme à partir de l'évolution animale. Et c'est là où je soutiens dans mon livre que lorsqu'on dit que la pensée évolutionniste finalement serait assez proche, parce que cette pensée, elle rattache l'homme à l'animal. Donc, elle serait assez proche de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, qui consiste à attribuer aux animaux non humains des propriétés humaines. Eh bien, je pense que lorsqu'on rapproche la pensée évolutionniste de l'anthropomorphisme, on commet une erreur. On commet une grave erreur, car l'anthropomorphisme consiste en effet à attribuer aux animaux non humains des propriétés humaines. Donc on part de l'homme pour penser l'animal, en disant par exemple « mon chien a des émotions comme moi ». On part de l'homme pour penser l'animal, ça c'est l'anthropomorphisme, alors que la pensée évolutionniste, et je pense que c'est là qu'il y a une vraie différence, elle part de l'animal
pour expliquer la complexité humaine. Et ce qui m'intéresse dans la pensée évolutionniste, qui encore une fois n'est pas juste une philosophie, c'est d'abord une vérité scientifique qu'il y a eu évolution et que nous devons penser l'homme comme se construisant à partir de ce qui n'est pas lui, à partir d'autres espèces. Eh bien, lorsqu'on part de l'animal pour expliquer la complexité humaine, on est obligé déjà de reconnaître une certaine complexité de l'animal qui est l'origine de l'homme. Et c'est là que je pense que l'humanisme classique n'est plus tenable, parce qu'on doit penser cette complexité psychique, notamment des animaux, qui sont capables non seulement de sensations, mais aussi d'émotions. Et donc, personnellement, j'utilise les travaux de Frans de Waal, ces travaux qui nous ouvrent les yeux sur cette complexité animale, d'où nous venons. S'il y a une complexité humaine, une surcomplexité humaine, c'est parce qu'il y a déjà une complexité animale. Donc l'humanisme que je défends est un humanisme qui, par exemple, cherche à reconnaître des droits aux animaux. C'est ce que j'appelle un humanisme décentré, ou bien même un humanisme de l'autre que l'humain. Alors, que veut dire humanisme dans ce cadre? On pourrait se dire, mais à ce moment-là, la notion d'humanisme disparaît. Je ne crois pas, parce qu'en fait, comme le disait déjà Simondon, l'humanisme est évolutif. Il est évolutif. Et qu'est-ce qui est permanent finalement dans l'humanisme? Ce qui est permanent, c'est sans doute la recherche libératrice de l'humanité des comportements. On pourrait dire aussi, ce qui est constant dans l'humanisme, c'est le combat évolutif contre les formes elles-mêmes évolutives d'aliénation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons notamment nous libérer d'une forme d'aliénation qui par exemple se traduit par l'élevage industriel intensif. Je pense que la culture qui pratique l'élevage intensif est une culture aliénée et que libérer l'homme, c'est libérer l'animal. Je pense qu'il y a absolument solidarité entre les deux combats. Donc l'humanisme décentré est un humanisme qui refuse absolument toutes les oppositions classiques, où il faudrait choisir, par exemple, entre l'homme et l'environnement. Donc ça serait une opposition entre l'humanisme et l'écologisme. Je pense que là, on est dans des oppositions qu'il faut vraiment dépasser aujourd'hui. Alors, je voudrais préciser certains points, peut-être un peu plus techniques, concernant la question de l'évolution, puisque je suis évolutionniste, je suis un humaniste écologiste évolutionniste. Pour moi, tout ça, ça va ensemble, au lieu de s'opposer. Et de même, je suis technophile, à la manière de Simondon, c'est-à-dire je suis un technophile qui défend un point de vue complexe sur la technique et qui s'oppose à ce que Simondon appelait le technicisme intempérant. Les transhumanistes, pour moi, sont des technicistes intempérants ou naïfs, et ce ne sont pas des technophiles savants. Donc pour moi, il y a vraiment il faut construire une pensée qui montre, d'une part, et là je reviens à Simondon, parce que c'est quand même le point de départ de tout mon travail, une pensée qui montre d'une part que l'homme s'inscrit pleinement dans l'évolution animale, tout en ayant sa différence, sur laquelle je vais revenir pour terminer. Et d'autre part, la technique appartient pleinement à la culture et ne s'oppose pas à ce qu'on appelle les humanités. Alors, concernant la question de l'appartenance de l'homme à l'évolution animale et sa spécificité, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, en m'appuyant sur la paléoanthropologie la plus récente, ainsi que sur des travaux neuroscientifiques, c'est que, comme vous le savez peut-être, en 64-65, donc là c'était une paléoanthropologie assez datée maintenant, il y a un grand nom de la paléoanthropologie qui s'appelle André Leroi-Gourhan, qui avait essayé de montrer que l'homme, c'est un primate qui s'est construit grâce à une association technique-langage. Il parlait de coordination technique-langage. Et il expliquait que chez l'animal non humain, il y avait déjà une coordination face-patte. Et que Homo s'était construit par le passage de la coordination face-patte à la coordination langage technique. Simplement, il continuait de dire qu'il y avait une sorte de saut qualitatif.
par lequel la technique humaine était incommensurable par rapport à ce que pouvait faire l'animal, et de même pour le langage. Alors, en m'appuyant sur de nouveaux travaux, en paléoanthropologie et en neurosciences, j'essaie de montrer qu'on peut envisager aujourd'hui une variante de ce scénario. J'essaie de suggérer l'idée que, en fait, Homo, c'est le primate chez lequel le langage et la technique, qui existaient bien avant, eh bien, chez lequel ce langage et cette technique se sont mis en interface, se sont interpénétrés, ce qui a permis au langage d'Homo de devenir une langue, des langues grammaticalisées, des langues grammaticalisées, c'est-à-dire technicisées. Et donc le langage humain serait un langage technique. Et réciproquement, la technique du primate qui devient Homo, c'est une technique qui devient un système d'objets qui renvoient les uns aux autres. Et un système d'objets qui renvoient les uns aux autres doit être appelé un système symbolique. Donc notre langage est technicisé, notre technique est symbolisée. Nous sommes l'espèce qui, par accident, a mis en interface et en interpénétration le langage et la technique. Donc, contrairement à ce que dirait par exemple Bernard Stiegler, je ne dirais pas que l'homme c'est la technique. Contrairement à certains philosophes analytiques, je ne dirais pas que l'homme c'est le langage. Je dirais simplement que la spécificité de l'homme, c'est que chez lui, langage et technique se sont interpénétrés. Et ça a permis à l'évolution de devenir ce qu'on appelle une histoire cumulative, dans laquelle nous inventons tous les jours de nouvelles phrases et dans laquelle nous inventons aussi de nouveaux objets. Donc ce nouveau scénario, qui est nourri par des travaux neuroscientifiques et pas seulement paléoanthropologiques, ce nouveau scénario vient à l'appui d'un évolutionnisme qui serait en même temps un humanisme, puisque l'homme aurait sa spécificité. Et cette spécificité, simplement, n'est pas une essence, elle n'est pas une essence intemporelle et unique. Elle est un nouvel agencement qui s'inscrit dans une évolution, dans un processus historique, ou en tout cas temporel. Et donc, c'est un humanisme qui inscrit pleinement l'homme dans l'évolution animale. Et par ailleurs, cet humanisme, au niveau des valeurs, s'oppose franchement au transhumanisme, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise écologique qui est l'urgence absolue. L'urgence absolue, ce n'est pas de devenir immortel, ce qui sans doute est d'ailleurs impossible. J'essaie de dire pourquoi dans ce livre. Nous avons des conditions. L'être de Homo possède deux conditions. La première condition, c'est de s'inscrire dans une évolution animale qui fait qu'il est un être biologique capable d'émotion, et c'est ça qui fait qu'il est un être pensant. C'est parce qu'il est d'abord biologique qu'il est pensant. Et vouloir devenir immortel grâce, par exemple, à un cerveau technologique, ce serait, je pense, rendre impossible la pensée. Ce serait rendre possible un calcul très puissant que les ordinateurs possèdent déjà. Mais la pensée s'inscrit dans du bios et dans de l'affectivité. Et la deuxième condition de Homo, c'est le fait que sa langue et son système d'objets techniques sont une réalité que j'appelle une transcendance constitutive. C'est-à-dire que nous avons eu besoin, pour nous reconstruire technologiquement, c'est notre spécificité, nous avons eu besoin de nous appuyer sur ce système d'objets, cette langue qui désormais ont leur vie et que nous devons intérioriser comme une transcendance constitutive. Nous devons individuer cette double réalité, cette interface qui existe autour de nous à travers la langue et le système d'objets. Et je pense que ces deux conditions bioaffectives et conditions prothétiques de l'homme, ne sont pas du tout pensées par le transhumanisme. Alors, je ne sais pas si je dois conclure immédiatement ou si j'ai encore... Oui. Donc, le transhumanisme, ce qui a été dit hier me semble incontournable. Ce transhumanisme ne se donne pas les moyens, philosophiques, intellectuels, de penser l'urgence qui est la nôtre. L'urgence qui est la nôtre, c'est une urgence écologique. Et la grande thèse de mon livre, c'est qu'en fait, cette crise écologique, elle traduit en fait ce que j'appelle une crise du sens. Alors l'idée de crise du sens, elle date d'il y a un siècle. Et j'essaie de montrer qu'en fait, cette crise du sens n'est vraiment réelle et pleine. Elle n'est vraiment pleine et entière qu'aujourd'hui. Et qu'elle est tridimensionnelle.
Nous avons une crise du sens qui est tridimensionnelle et qui est une crise de la réflexibilité à chaque fois. Nous avons une crise du savoir qui ne sait plus se situer au sein des dimensions du sens. Il y a 3 dimensions du sens que j'essaie de dégager. Nous avons une crise des idéologies et nous avons une crise de l'exemplarité. Et cette triple crise possède pour symptôme majeur la crise de l'école. Voilà ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Et donc la crise du sens, pour moi, c'est ce dont la crise écologique majeure d'aujourd'hui n'est que, en fait, un symptôme. Elle n'est qu'un symptôme. C'est qu'un symptôme de cela. Et nous devons résoudre la crise du sens. C'est-à-dire prendre d'abord conscience que le sens possède plusieurs dimensions. Et qu'à chaque fois que je manipule des significations, arbre, table, homme, concept, quoi que je dise, il y a toujours 3 dimensions du faire sens de ces significations. Et si on pense cette pluridimensionnalité du sens, alors on peut refonder les différentes dimensions de la philosophie selon 3 grands axes et apporter de quoi, je pense, résoudre le problème écologique majeur qui risque tout simplement de nous emporter dans des conflits au niveau mondial. Enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, les risques sont majeurs et nous avons besoin de sens. Le sens n'est plus là. Voilà. Je vous remercie. Merci Jean-Hugues, pour cet exposé qui à la fois montre la hauteur du défi. Il faut que l'humanisme soit à la hauteur des enjeux écologiques de la planète, et en même temps qui propose une première interprétation, on va dire peut-être une première voie, un premier axe, l'idée que finalement il faut peut-être effacer les distinctions que l'humanisme classique a posées entre nature et culture, en revenant en quelque sorte à une forme de naturalisme quand même, ou un ancrage naturaliste dans la théorie de l'évolution de l'homme, qui serait quand même avant tout un animal, alors un peu spécifique puisque c'est un animal technique, un animal de culture. Alors ce qui m'a peut-être un petit peu interpellée, mais peut-être je pense que Thierry Auquet pourra aussi développer justement une approche un petit peu différente, c'est finalement justement est-ce que cette culture que l'homme développe et dans lequel ils finalement sont à la fois le symbolisme et la quête de sens, finalement ne le conduit pas quand même justement à dépasser cette naturalité bon, pas s'affranchir de l'évolution évidemment, mais est-ce que ça ne le conduit pas quand même à remettre en question ce fondement naturaliste? Et est-ce que du coup l'humanisme ne peut pas se penser au contraire peut-être comme un dépassement des dualismes traditionnels, mais dans le sens justement pas forcément d'un retour à un ancrage dans l'évolution naturelle des espèces, un retour à un ancrage biologique, mais une plongée dans la culture en quelque sorte. Est-ce que, en tant qu'animal de culture, nous ne sommes pas justement infiniment voués à dépasser la nature continuellement? En tout cas, bon, c'est la perspective que peut-être on peut poser. On y reviendra évidemment dans la discussion. Je vais passer la parole donc à Thierry Auquet qui va développer, je pense, une autre manière, un autre visage de l'humanisme. Merci. Donc, cette question des nouveaux visages de l'humanisme, en fait, il y a tellement de portes d'entrée possibles pour l'approcher que ça m'a fait faire des cauchemars toute la nuit, bien sûr. Et surtout, en fait, je me suis demandé pourquoi on nous posait cette question. Et je me suis dit que peut-être une des raisons pour lesquelles cette question des nouveaux visages de l'humanisme était posée, c'est qu'en fait, l'humanisme, effectivement, n'avait pas bonne presse. Il était contesté de toutes parts. Et notamment, on cite parfois ces propos de Claude Lévi-Strauss dans un entretien qui parle d'un humanisme dévergondé, au sens où l'humanisme serait en fait pas seulement coupable d'avoir mis l'humain au sens de l'univers, mais serait coupable d'avoir engendré des horreurs comme le colonialisme, l'extermination, voilà. Et pourquoi l'humanisme serait responsable de toutes ces morts, finalement? C'est parce qu'en fait, l'humanisme est un exceptionnalisme, et il met une frontière entre nous et les autres, et à partir de ce moment-là, toute personne qui est reléguée de l'autre côté de la frontière se trouve être une vie nue, une vie méprisable, une vie dont on peut se passer. Voilà, donc il y a des soupçons très forts qui pèsent contre l'humanisme et qui nous invitent à reconsidérer en fait cette figure.
Et en fait, ça passe par plein de choses, et notamment, il y a une version féministe de ça, qui a considéré qu'en fait, il y avait un ensemble donc, de dualismes qui structuraient nos pensées, et dans laquelle on retrouvait encore cette question de l'humain et de l'autre que l'humain. Alors, vous voyez, on commence avec le dualisme homme-femme comme opposition fondamentale qui structure l'humanité. Mais ce que disent des féministes, ici je cite une américaine qui s'appelle Carol Adams, on retrouve aussi une opposition entre humain et animal, une opposition entre blanc et noir, entre esprit et corps, entre raison et émotion. Et en fait, tous ces dualismes qui ont l'air de parler de choses tout à fait différentes, en réalité, font système. Ils font système au sens où, finalement, on pourrait se dire que tous tiennent dans la première ligne, en fait. Finalement, tous les dualismes dont il est question ici, chaque terme est une déclinaison du premier. Et donc, on n'a pas affaire à une série de dualismes indépendants les uns des autres, mais à deux ensembles qui s'opposent face à face, et où l'humain est associé à l'homme, la femme à l'animal. Et en fait, quand on est du côté droit, on est du côté de l'exploitation, de la sensibilité, du corps, de la sexualité au sens où on l'a vu hier avec la conférence sur Balance ton porc. Et puis de l'autre côté, du côté, alors de quoi? Évidemment, des grandes notions, mais aussi d'une certaine forme de domination exercée, d'exploitation, etc. D'où l'aspect criminel de cet humanisme qui est aussi un androcentrisme, en fait, si on accepte cela, au sens où c'est pas seulement l'humain qui domine, mais c'est l'homme dans l'humain qui domine. Donc voilà les charges très fortes qui pèsent contre l'humanisme, et donc contre, disons, cette idée d'un humanisme qui exclut, d'un humanisme dont on est toujours menacé de déchoir, et ou dont l'exclusion conduit à l'exploitation, voire à l'élimination. Il me semble malgré tout que l'humanisme mérite d'être reconsidéré comme une valeur positive et qu'il a des vertus qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est ça que j'appelle ici un humanisme ascensionnel, hein, pour proposer cette idée que chacun va avoir son humanisme plus adjectif, on les décline, mais voilà, c'est pour disons, structurer mon idée, l'idée qu'en fait l'humanisme c'est un idéal qui nous appelle aussi, et qui a quelque chose, un idéal qui veut qu'on soit à la hauteur en fait. Alors, pour introduire ces nouveaux visages de l'humanisme, j'ai commencé par cette formule. On frappe à la porte. On est habitué à avoir, depuis qu'on est enfant, des histoires où on frappe à la porte. Et ça a quelque chose d'angoissant, en fait. Pour nous qui sommes dans la maison, on frappe à la porte. Qu'est-ce que c'est? Donc là, je vous mets l'exemple de la chèvre et les biquets, là, vous savez, où on voit le loup qui met patte blanche et on sait qu'il ne faut pas ouvrir la porte. C'est très important. Une autre histoire pour enfants qui est très importante pour moi, et où on frappe à la porte aussi, c'est l'histoire de la moufle. Vous vous souvenez? C'est une petite souris qui a froid, qui entre dans une moufle, et puis arrive, je ne sais plus, le lapin, il frappe à la porte, il rentre, le renard, il rentre, l'ours, il rentre, et puis la moufle explose, en fait. Donc on a plein de raisons de penser que quand quelqu'un frappe à la porte, c'est très dangereux de lui ouvrir la porte. Et à ce moment-là, on se rend compte que, comment dire, quand quelqu'un frappe à la porte, il y a quelque chose de menaçant qui apparaît, un inconfort en tout cas, une inquiétude. Évidemment, vous voyez à quoi ça peut faire référence. Et je dirais que les premiers ou les premières qui frappent à la porte, ce sont les femmes en fait. Ce sont les femmes, elles frappent à la porte de l'humanisme, alors de différentes manières, elles ne sont pas toutes d'accord sur la manière dont il faut se positionner par rapport à l'humanisme, mais malgré tout... Alors hier, M. Ménissier a parlé d'une objection ad feminam au lieu d'une objection ad hominem, vous voyez, et ça m'a fait réfléchir en fait, parce que je me suis dit, mais que veut dire ad hominem en fait? Est-ce qu'on peut l'employer pour une femme? Et en fait, oui, on peut l'employer pour une femme. On n'a pas besoin de dire ad feminam. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que ad hominem renvoie à homo, et que homo est un mot qui désigne l'ensemble de l'humanité, d'accord? On en a d'autres exemples dans d'autres langues. En allemand, on peut dire Mensch, par opposition à Mann. On a en grec anthropos, qui est très beau, qui a donné anthropologie, qui est l'humain en général, et qui est par opposition à aner, andros, l'homme viril, masculin, ou homo en italien, je crois, entre aussi dans cette catégorie. Donc homo n'est pas synonyme de vir. Donc, une objection ad hominem, elle s'adresse à tout être humain, et pas simplement aux femmes. Aux hommes, pardon, aux hommes. Donc on n'a pas besoin de dire ad feminam pour une femme. Donc
et en fait, le fait que M. Ménissier ait fait ce lapsus, que j'ai trouvé très intéressant, indique qu'il y a un piège dans homme, en fait, qui n'existe pas dans homo, justement. Homme, c'est un faux universel, comme man en anglais, on dit man, the man, non? Man, ça désigne une partie de l'humanité, comme homme, en fait. Et on voit un ensemble de ces ambiguïtés liées au terme d'homme dans le fait que, par exemple, Rousseau peut écrire dans les Mille, en tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme. Alors ça veut dire quoi en fait? On voit bien que si la femme est homme, ça veut dire que la femme est un être humain, d'accord? Mais en même temps, avec cette référence au sexe, qui indique qu'il y a une différence, on a l'impression que homme ici fonctionne comme la base continue, à partir de laquelle la femme se différencierait par quelque chose qu'on appelle le sexe. Et en fait, il n'y aurait pas deux sexes, en fait, il n'y aurait qu'un sexe. Le sexe, c'est le sexe féminin, c'est-à-dire la différence qui fait que les femmes ne sont plus dans homme, avec cette ambiguïté sur ce que c'est homme. Et effectivement, on retrouve cette ambiguïté dans le fait que Buffon, en 1749, écrit une histoire naturelle de l'homme, où il s'agit de décrire l'humain dans toute sa richesse, anthropologique, anatomique, physiologique. Et puis, au début du 19e siècle, en 1803, Moreau de la Sarthe écrit une histoire naturelle de la femme, qui parle bien sûr de la physiologie féminine, de l'anatomie féminine, etc. Mais du coup, l'histoire naturelle de l'homme au sens restreint, elle n'a jamais été écrite, elle. Voilà. Donc il y a ces ambiguïtés en fait, qui traversent l'humanisme et qui fait que quand on dit « les hommes ont la parole », c'est pas comme le disait M. Barthélemy en disant l'humanité est un être de langage, en quelque sorte, et pas seulement, mais... voilà, les hommes ont la parole, ça veut dire qu'effectivement, ben voilà, il y a Madame Essidieu qui préside, et puis les hommes ont la parole, autour on parle, on est là, les mecs, il y a cette idée qu'il y a un monopole de la parole aussi qui se fait autour de cette ambiguïté fondamentale autour de qui est homme en fait. Qui est homme? Vous voyez cette phrase de Lévi-Strauss encore, tout à fait symptomatique. Hein, le village entier, parti le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons. Dans les maisons abandonnées, voilà. Donc, c'est une phrase très connue parce ça fait partie des lapsus, en fait. C'est comme ad feminam, ce sont des lapsus, en fait, par lesquels, oui, on sait bien que homme, avec une majuscule, inclut l'ensemble de l'humanité. Sauf que quand on l'utilise, très vite, on glisse, en fait. Hein. Donc, quelle serait la solution logique par rapport à ça? La solution logique voudrait qu'en fait, on garde homme, puisque c'est le transcript de homo, pour parler de l'humanité dans son ensemble, et qu'on trouve un mot pour désigner les hommes en partie restreinte, quoi. Donc j'ai proposé les gommes ou les pommes, enfin vous pouvez en imaginer d'autres. En fait c'est très difficile, mais on peut imaginer, qui désignerait spécifiquement les mâles humains en fait. Comme ça, quand on parlerait des hommes, on saurait qu'on parle des homos en fait, de nous tous. Donc comme ça marche pas, en fait, on voit bien si on se met à dire les pommes, les gommes, ça va. Donc on dit les humains en fait. On va plutôt abandonner homme aux hommes et on va parler des humains, des êtres humains, des humains. Et c'est ce qu'on fait quand on parle d'humanité, par exemple. En anglais, au lieu de mankind, on dira humankind, voilà. Et au lieu des droits de l'homme, on parlera des droits humains, voilà, parce que c'est trop difficile de reprendre homme aux hommes, voilà. Bon. Alors c'est quoi le nouveau visage de l'humanisme ici? C'est l'idée que le pari qui nous est lancé ici, c'est et si on s'efforçait de repenser humain dans homme, en fait. Voilà. Et si on s'efforçait de nous considérer les uns et les autres, pas comme des objets sexuels. Alors, Madame Larère a dit que les femmes aussi avaient des appétits sexuels sur les hommes, c'est important de le rappeler. Ça marche dans les deux sens, mais au-delà de cette dimension érotique, prédatrice, voilà, charnelle, si on se considérait les uns et les autres comme des humains, en fait. Comme des humains. Si on donnait une chance à l'humanisme, en fait. Et ça commence par l'éducation, au sens où, finalement, j'ai l'impression, moi, enfin, qu'on élève rarement des enfants, et on élève d'abord des garçons et des filles, et que ça correspond souvent, bien sûr, peut-être à un désir de ces enfants, et il ne faut pas les neutraliser, bien sûr. Hein. Mais malgré tout, nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, la responsabilité qui nous est commise, en quelque sorte, d'élever l'enfant à hauteur d'humanité. Voilà. Et c'est-à-dire, au-delà des camions, des poupées, des miroirs et des, je sais pas quoi, des billes ou des ballons de foot, voilà,
dire il y a autre chose en fait. Et on a plein de manières d'éduquer l'enfant à hauteur d'humanité. Voilà, les sciences par exemple en font partie, la nature en fait partie. Il y a plein de choses qui ne sont pas genrées, marquées, et qui sont finalement des choses qui sont relativement sous-jouées dans notre rapport à l'éducation. En gros, nous n'élevons pas les enfants comme des êtres humains, nous les élevons d'abord comme des garçons et comme des filles, et je pense qu'il y a un problème aussi qui se retrouve ensuite au niveau de la société, parce que quand on nous dit qu'il faut mettre la parité à tous les niveaux de la société, c'est très important aujourd'hui. Mais en fait, si on fait l'économie d'un travail sur l'éducation, eh bien, ce travail paraît artificiel. On a l'impression qu'il s'agit de quotas, de choses qui rompent en quelque sorte la justice naturelle et qui voudraient qu'on s'attache uniquement aux compétences. Mais en fait, si on ne commence pas dès la naissance, j'allais dire dès avant la naissance, parce qu'il y a l'infanticide des petites filles, l'infanticide sélectif qu'on pratique dans certains pays, dans certaines cultures, et il y a aussi la manière dont on accueille les enfants dans une chambre rose, dans une chambre bleue, avec voilà, tout un binarisme de genre qui vient écraser en fait l'humanité des enfants. Une autre question que j'ai posée donc, dans le livre Sexus Nullus, qui a été rappelée, c'était la question de, finalement, pourquoi l'État a-t-il besoin de connaître notre sexe? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'État ne nous considère pas justement comme des êtres humains? En fait, aujourd'hui, le fait qu'il y ait notre sexe sur les papiers d'identité, ça ne sert à pas grand-chose. Ça sert peut-être à qu'on soit reconnu plus facilement, je ne sais pas, à l'aéroport peut-être. Mais en vérité, le sexe, aujourd'hui, ne sert plus à rien à l'État, ou très peu. Il sert à mesurer les inégalités liées au sexe, en fait. Donc, en fait, si on se dit que les inégalités ont été produites par le fait qu'il y ait justement cette sexation des enfants dès la naissance, à ce moment-là, c'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Aujourd'hui, le droit nous considère comme des sujets humains. Il n'y a plus de référence au père, aux mères dans le droit de la famille, par exemple. Ce sont les parents. Voilà. Il y a plein d'éléments comme ça où le droit a finalement... les femmes n'ont plus besoin de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque. Vous voyez, il s'est passé plein de choses au cours du XXe siècle qui ont neutralisé le droit et qui l'ont, je dirais, au lieu de neutraliser, qui est un terme qui fait peur, je dirais qui ont humanisé le droit, c'est-à-dire qui ont considéré que les citoyens étaient des êtres humains avant d'être des êtres sexués. Et ça a été très important. Et le droit nous montre la voie aujourd'hui. Le sexe d'état civil ne sert plus à rien puisqu'en fait, on vote tous pareil, on peut tous se marier les uns les autres indépendamment de notre sexe. Il n'y a plus ce marqueur sexuel qui était déterminant dans le droit jusqu'à très récemment, en fait. Voilà, ça c'était la fin de la première partie de mon exposé. Qui frappe à la porte? Les femmes. Deuxième partie de mon exposé, c'est ce que j'appellerais ici les presque humains. Les presque humains, c'est toutes les formes. Alors là, je vais entrer dans un autre univers. Là, on était dans du très politique, très concret, très impliquant pour les personnes. Les presque humains, là, je vais vous parler de fiction, de science-fiction, de choses dont on a l'impression que ça ne parle pas de nous, mais en fait, ça parle tout le temps de nous, parce que sinon, ça ne nous intéresserait pas. Donc, les presque humains, ce sont ces formes bancales qui nous ressemblent un peu, mais pas totalement, qui frappent à la porte et qui disent bah, « moi aussi, je suis humain » ou « j'aimerais prendre ta place d'humain ». Enfin, voilà, c'est ça que je voudrais inquiéter. Si vous avez Gollum, en fait, qui est l'humain déchu, et l'humain déchu, en fait, on a l'impression que vous savez ce qui caractérise ce personnage? C'est un personnage du Seigneur des Anneaux, non? Il est obsédé, en fait. Il est obsédé, vous voyez, ses yeux écarquillés, là. C'est un addict, en fait, un intoxiqué, voilà, c'est ça. Donc, déjà, on a un premier indice, en fait. L'intoxication, l'addiction, elle nous déshumanise. Elle a quelque chose de déshumanisant qui fait peur. Elle nous fait déchoir, en fait. Donc, il y a les premiers presque humains, je dirais, ce sont des personnages de déchus. Ils ont été humains à un moment, et puis ils ont perdu. Il y a un moment où il y a eu un blocage, un ratage. Donc, le blocage ou le ratage, on le voit très fort avec la question de toutes les figures de zombies qu'on voit dans la culture, les morts-vivants, vous voyez. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de penser le zombie par rapport à la personne qui est dans un état de débilité, de sénilité, de dépendance, à la personne qui a Alzheimer, c'est-à-dire la personne que moi je reconnais comme ayant été une personne, mais qui, elle, ne me reconnaît plus. Ce drame, peut-être... plusieurs d'entre nous l'ont vécu ici, ce drame de la non-communication, c'est-à-dire je te reconnais comme ayant été humain, mais toi tu ne me reconnais plus, donc qu'est-ce qui te maintient dans le rapport à l'humanité avec moi? Et donc les zombies pour moi c'est ça, c'est-à-dire en fait il y a bien sûr le mort-vivant qu'on ne connaît pas qui arrive, mais il y a aussi la personne qu'on a aimée et qu'on reconnaît sous cette forme en fait zombifiée. Et en fait le zombie, on l'exclut, il est hors de l'humanité, mais en même temps il nous interroge aussi sur qui on a envie d'inclure, qui on a envie de maintenir dans le collectif en fait. Donc ça, voilà, au niveau de la déchéance. Et puis, ensuite, les cyborgs. Alors, c'est très bizarre, les cyborgs. Là, je mets Robocop, le film
Paul Verhoeven, mais vous voyez, ça a l'air d'être un surhomme en fait, un surhumain, mais en même temps, il a un casque, et ce casque est très révélateur parce qu'en fait, le casque signifie que, à travers le dispositif technique, je ne parle pas des exosquelettes qu'on vous a montré hier, mais à travers le dispositif technique, il y a une prise de contrôle de certains pouvoirs capitalistes, techniques, étatiques, sur vos pensées, sur vos mémoires, sur vos souvenirs, sur votre humanité. Donc, ce qui fait la presque humanité de Robocop, sa déchéance en quelque sorte. C'est l'idée qu'il y a quelque chose au niveau de sa pensée, de son individualité, qui est menacé par, alors je ne dis pas le dispositif technique de manière abstraite, mais un certain état du technocapitalisme qui à la fois rend possible certaines performances extraordinaires et dans le même temps qui menace de nous contrôler définitivement. Donc voilà certains presque humains, sinon par déchéance, quoi. On ne voit pas ce que j'ai dit au début, à savoir l'humanité comme quelque chose de désirable. Enfin si, ils nous rendent nostalgiques de l'humanité en fait. Ils nous disent l'humanité est quelque chose que l'on doit chérir parce qu'on ne veut pas déchoir en fait. On ne veut pas déchoir. Il y a aussi des presque humains qui apparaissent dans le champ fictionnel au sens où ce sont des figures qui s'imposent comme concurrentes de l'humain, rivales de l'humain. Alors c'est ce qu'on voit dans toutes les fictions de mutants. Les mutants, en fait, en un sens, on pourrait dire, nous sommes tous mutants, nous sommes différents les uns des autres, nous avons tous des richesses, en fait. Mais en fait, dans les fictions de mutants, on voit qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Ici, vous avez les X-Men. Ce qui se passe de très particulier dans les fictions de mutants, c'est qu'en fait, on a envie de les exclure, parce qu'ils ne sont pas comme nous, et on se sent menacé en tant qu'humain parce qu'ils ont des super pouvoirs ou des pouvoirs inédits, et l'ancienne génération se dit « Ah, peut-être qu'ils vont prendre notre place, en fait ». Donc cette idée qu'effectivement, il y a un humanisme qui est en mouvement, qui est mouvant, et qui nous oblige en permanence à nous redéfinir par opposition à qui nous incluons, qui nous définissons comme la norme, en fait. C'est ça la question du mutant, c'est la question de l'humain de référence. Qui est l'humain de référence? Quel est le niveau de nos attentes? D'autres presque humains qui frappent à la porte et qui nous disent qu'ils sont en fait plus humains que nous, peut-être, ce sont les robots, en fait. Donc là, j'ai mis, vous avez reconnu HAL, H-A-L, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous savez que je ne saurais pas le dire, mais c'est un œil en fait très inquiétant qui voit tout et qui a l'inflexibilité de la raison et du calcul et qui sait mieux que les humains ce qu'ils doivent faire. Et qui est prêt à éliminer les humains pour cela, d'accord? Donc le robot, bien sûr, avec son intelligence inflexible et sa puissance de calcul, il nous menace en tant qu'il pourrait finalement prendre la place. Il faut que j'accélère un petit peu. Des figures d'humains en devenir également, c'est-à-dire des presque humains vraiment au sens strict, c'est-à-dire ils y sont presque. Ils sont en acheminement vers l'humain. Je parle des androïdes ici, c'est Real Humans, une série qui passait sur Arte il y a quelques années de ça, avec des androïdes. C'est une métaphore de quoi? Une métaphore du personnel de service, en fait. Du personnel de service. C'est les gens qui font tout à la maison, qu'on ne voit pas, qui font tout dans la société, qu'on ne voit pas, le nettoyage, qui font que le monde peut fonctionner, mais en fait qu'on a du mal à considérer comme vraiment des humains. Et vous les voyez qui fonctionnent ici comme des hordes. Également, des presque humains, c'est tout ce qu'on appelle le bétail, en fait. Alors j'utilise bétail au sens très générique, en fait pour parler d'abord des fictions de clones ici. L'idée qu'on produirait des humains, des doubles, qui seraient des doubles de rechange où il y aurait des parties qui pourraient nous servir, etc. J'appelle bétail des instruments organiques en fait. Voilà, des instruments organiques, alors que les androïdes qu'on vient de voir, c'était des instruments techniques. Instruments organiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on peut instrumentaliser des formes de vie pour nous servir? Et en fait, dans toutes ces histoires, on voit toujours que ce sont des créatures qui ont été conçues comme des moyens, les androïdes, les clones, etc., mais qui tout à coup prétendent être des fins pour elles-mêmes. Les histoires de clones, c'est toujours des clones qui se rebellent, en fait, qui ne veulent pas finir à la boucherie et qui disent « mais je suis un individu comme toi ». Et j'appelle ça du bétail, les clones, parce que précisément, c'est ce qui se passe un peu avec toute la question de l'éthique animale. On a instrumentalisé des formes de vie qui, tout à coup, protestent, et en quelque sorte, elles ne frappent pas à la porte, mais elles buglent ou elles couinent, et elles nous disent « mais moi aussi, je veux vivre hein. Qui es-tu pour ?» Elles nous interrogent sur notre statut, notre droit à les exploiter. Donc on voit qu'on a ici toute une réflexion critique sur la forme de l'humain qui passe par une réflexion sur l'humain comme espèce technique,
l'humain comme espèce symbiontique. Nous ne sommes pas une humanité autonome, en fait, à l'intérieur de nous. Par exemple, nous fonctionnons parce qu'il y a toute une flore intestinale qui nous hybride, en quelque sorte, qui nous met en coexistence avec d'autres espèces invisibles, en quelque sorte. Pour être humain souverain, eh bien, nous reposons sur tout un système qui est à la fois un système technique au sens très large que M. Barthélémy a défini, et puis un système de coexistence interspécifique qui fait que le monde, pour nous, est vivable. Donc, pour terminer, les presque humains, il me semble, nous permettent de redéfinir un anthropocentrisme. Monsieur Bimbenet, qui est là-bas dans un contre-jour splendide, vous en parlera ce soir, et ça boucle sur, disons, la fin de la journée. Mais elles définissent un anthropocentrisme au sens où, je dirais, ils sont anthropopètes, en jouant sur les mots. Ils désirent l'humain, ils sont attirés vers l'humain, et ils nous indiquent ça de deux manières. Il nous indique d'abord que certains d'entre eux veulent être humains. Ils frappent à la porte, je disais. Moi aussi, je veux faire partie du nous. Moi aussi, je veux faire partie du collectif humain. Mais certaines autres figures, elles, s'en fichent complètement des humains. Et elles nous font réagir, nous. Elles nous montrent en une autre manière, de quelle manière l'anthropocentrisme est désirable. C'est qu'elles nous font comprendre à quel point nous désirons l'humanité en nous. Voilà, merci. Donc la question, c'est pas seulement quelles sont les limites de l'humanisme, mais aussi quelles sont les frontières de l'humanisme et de l'humain. C'est pour ça que je parlais de brouillage de repères. On ne sait plus aujourd'hui exactement comment définir l'humain. On ne sait plus comment exactement donc les différences par lesquelles on le définissait les différences qui permettaient de poser vraiment et d'asseoir en quelque sorte la définition de l'humanisme s'effrite pour le moins, à commencer par la différence des sexes, mais aussi le rapport avec la machine, puisque toute la pensée et la réflexion que tu as esquissée, mais qui est vraiment développée dans ton livre sur les cyborgs, sur le rapport à la machine, effectivement, la frontière entre l'homme et la machine tend aussi dans notre imaginaire aussi, pas seulement dans la réalité, à peut-être ne plus être aussi ferme. Et donc tous ces presque humains, ou tous ceux qui frappent à la porte de l'humanité, nous interrogent aussi évidemment sur du coup notre humanité. Alors c'est pour ça que peut-être, en tout cas c'est une troisième voie possible. L'idée, on a vu qu'on pouvait avoir un humanisme un peu décentré, excentré. On voit qu'on peut avoir un humanisme qui dépasse toutes les limites et les frontières, qui refuse en tout cas ces dualismes traditionnels. Peut-être qu'il y a une troisième voie qu'on peut aussi esquisser. Alors évidemment ces voies, ce sont des voies possibles d'exploration, ce ne sont pas des réponses définitives et dogmatiques. Mais peut-être une troisième voie, ce serait peut-être se recentrer sur un humanisme peut-être plus moral et revenir à ce sens premier de l'humanisme. On avait invité dans l'abécédaire Fabienne Brugère qui devait traiter la lettre B comme bienveillance. Et j'ai regretté qu'elle ne puisse pas être parmi nous, elle s'en excuse, mais elle n'a pas pu être présente parce qu'il me semblait justement que dans l'humanisme, il y a aussi une sorte de vocation morale de l'humanité. En tout cas, il y a aussi, alors peut-être qu'il faut, ou en tout cas c'est une troisième voie peut-être possible, se recentrer sur les valeurs humaines de l'humanisme. Et peut-être que ça serait, peut-être pas la voie de salut, mais en tout cas une voie possible de réflexion. Et pour en parler, je vais passer la parole à Guillaume Leblanc. Merci beaucoup Anne. Donc je vais prendre moi aussi mon couloir dans ce stade improbable où nous nous retrouvons aujourd'hui, en essayant de revenir aussi sur l'idée que Thierry a développé des presque humains, peut-être dans une autre perspective plus sociale, les conditions qui font que des vies sont appréhendées comme plus humaines que d'autres. Et donc, je partirai simplement de ces deux éléments, finalement, qui doivent nous étonner tout de suite sur ce qu'est l'humanisme. C'est qu'au fond, quand on réfléchit à la notion d'humanisme, on est tout de suite pris devant une espèce de vertige, d'étonnement. Mais au fond, qui sont ces humains qu'il faut redoubler d'un geste comme ça doctrinal qui viendrait les englober, les circonscrire dans une disposition peut-être morale, politique, culturelle. Pourquoi faut-il redoubler l'humain par l'humanisme ? Ça, c'est une question, je crois, très, très importante. Et forcément, quand on se pose cette question, pourquoi faut-il redoubler l'humain par l'humanisme ? On a le sentiment tout de suite qu'il s'agit avant tout d'essayer de stabiliser l'humain, de dire au fond, ah bah tiens, ça c'est l'humain, ça c'est de l'humain, ça c'est pas de l'humain. Et on revient au partage dont Thierry a parlé à l'instant, comme si il y avait quelque chose qui se soustrayait à cette possibilité même de définir l'être humain, comme dans les méditations métaphysiques, lorsque Descartes voit passer
rapidement de la fenêtre ces personnes dans la rue et qu'ils se demandent si ce ne sont pas peut-être des chapeaux au fond surplombant des balais ou un petit dispositif comme ça pour faire croire que c'est des humains, mais peut-être ce ne sont pas des humains. Peut-être ne sommes-nous pas des humains, et qu'est-ce que ça fait que de poser cette question? Alors je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, au fond développer 4 points. Donc, je suis désolé d'ailleurs un peu dogmatique de ces 4 points, mais je dirais premièrement que l'humanisme n'est pas une doctrine. L'humanisme n'est pas une doctrine, n'a jamais été une doctrine, et je pense ne sera jamais une doctrine. Deuxième point, l'humanisme, au fond, c'est d'abord une catégorie. C'est d'abord une catégorie et susceptible donc d'une histoire. Donc, il faut faire l'histoire de la catégorie humanisme. C'est mon deuxième point. Troisième point, l'humanisme est un problème. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est un problème. C'est un problème pratique qui se pose justement sur les conditions de la vie humaine. Et au fond, quatrième point, si ce n'est pas une doctrine, et je refermerai ma petite boucle narrative, si ce n'est pas une doctrine, c'est peut-être une option. Et je procéderai donc à un traitement déceptif de l'humanisme, non pas comme une doctrine, mais comme une option. Et c'est ce que je voudrais essayer de suggérer. Alors, ce n'est pas une doctrine, on l'a dit, cela va de soi. Aussitôt qu'on veut saisir une essence de l'homme, on est renvoyé un propre de l'homme, on est des propriétés, une disposition, on est renvoyé à toute une série de partages qui sont des partages à l'intérieur des humains, entre effectivement hommes et femmes, blancs et noirs, civilisés et sauvages, mais qui sont aussi des partages à l'extérieur des humains, entre hommes et animal, entre hommes et machines, de telle sorte que tous ces partages construisent des normes de délimitation qui sont en même temps des processus d'exclusion. Et effectivement, l'une des questions, c'est comment réintégrer en deçà du partage, comment réintégrer dans l'humanisme partageur, entre guillemets, la part manquante qui a été exclue de cet humanisme. Donc comment élargir d'emblée l'humanisme? Donc on peut remarquer que dès qu'on essaie d'être humaniste, la question se pose de savoir comment élargir l'humanisme, parce que précisément l'humanisme en tant que partage, en tant que doctrine, risque de procéder à toute une série de rétrécissements théoriques qui posent effectivement un ensemble de problèmes, parmi lesquels un des problèmes centraux est bien cette espèce d'extension de l'humanisme à partir de l'humanitas, de l'humanité à partir de l'humain à partir de l'homme. Et là, effectivement, on a au fond quand même un partage sur lequel il nous faut nous étonner, qui est cette espèce de partage homme-femme, dans la mesure où homme, c'est à la fois l'être générique et l'être spécifique. C'est ce qui constitue justement quand même Thierry a parlé d'une base continue, j'ai beaucoup aimé l'expression, c'est ce qui constitue effectivement une espèce de sous-sol silencieux à partir duquel on va appréhender les autres comme plus ou moins autres, comme plus ou moins éloignés de cette référence centrale. Et tout comme on pourrait imaginer qu'il faut redéfinir homme par pomme ou par d'autres termes de cette nature, on pourrait aussi essayer de procéder au mouvement inverse, mais c'est exactement la même logique, de dire au fond que il nous manque un terme générique, un terme neutre, qui ne soit ni homme ni femme, mais qui serait un autre terme pour désigner justement en quelque sorte le genre humain. En réalité, dès que nous essayons de penser quelque chose comme une unité du genre humain, nous sommes renvoyés quand même à cette disposition silencieuse du genre masculin qui intervient même dans la définition de l'humanité en général. Donc là, il y a une forme de problème immanent au statut de l'humanisme comme doctrine. Alors peut-être qu'il faut donc essayer de déconstruire la notion d'humanisme pour la faire apparaître comme une catégorie historique. Et c'est vrai que le terme d'humanisme, dont on pense qu'il est en fait une espèce de
d'invention de la Renaissance pour qualifier les anciens, est en réalité une invention qui a une double datation, en quelque sorte. C'est d'une part, dans un sens philanthropique du terme, le terme apparaît en 1765. Il désigne, pour désigner l'amour général de l'humanité. Donc là, effectivement, on a une espèce d'équivalence entre humanisme et philanthropie, qui va donner lieu d'ailleurs à un nouveau terme dans les années 1830, le terme d'humanitarisme, qu'on retrouve dans la langue quand on parle d'humanitaire, etc. Et la notion d'humanisme, donc, a une deuxième définition, enfin une deuxième invention, c'est celle du dernier tiers du 19e siècle. L'humanisme devient ce mouvement culturel, littéraire, intellectuel, référé au XIVe, XVe, XVIe siècle, de redécouverte de la culture des anciens, de la culture des classiques, des humanités, justement. On associe à des auteurs comme Pétrarque, par exemple, l'idée d'une retraduction des anciens. Donc c'est intéressant parce que c'est, au fond, c'est un processus, en quelque sorte, c'est une maison à trois niveaux, l'humanisme. On a un niveau 19e siècle qui redescend à l'étage d'en dessous, c'est-à-dire à un moment où on est, disons, dans ce qu'on appellerait la Renaissance, et puis ce moment-là, lui-même, redescend encore au rez-de-chaussée, la culture antique, pour faire rejaillir un sens classique, le sens des humanités, le sens d'humanitas, qui désigne dans la culture ancienne, au sens large, chez les Romains en particulier, qui désigne au fond une espèce d'humanisation par la culture, par opposition, et donc qui vient qualifier le civilisé. Le terme de civilisation est très très important ici, qui vient désigner le civilisé par opposition au sauvage. Le sauvage peut faire partie du genre humain, mais il ne peut pas faire partie de l'humanité parce qu'il lui manque cette culture par laquelle justement l'humanitas va se constituer comme une certaine disposition de culture. Donc ça, c'est, au fond, qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Je dirais donc, c'est d'un point de vue historique, c'est un dispositif. C'est un dispositif d'appréhension de l'humain comme humain, et c'est une reconstruction donc historique d'une valeur qui passe souvent pour être transhistorique. Il est donc très important de se dire, de s'étonner tout simplement, de se dire, ah ben oui, à la Renaissance, avec Erasme par exemple, il n'est pas question d'humanisme, il est question... Alors de quoi est-il question à ce moment-là? Comment peut-on essayer d'enlever la catégorie pour relire ces textes d'une autre manière? Enfin, au fond, je dirais que l'humanisme n'est pas une doctrine, c'est une catégorie historique qui fait que c'est la construction d'un dispositif. Et de mon point de vue, ça touche plus le travail que j'ai opéré non pas directement sur cette question, mais le travail que j'opère. Je dirais que l'humanisme, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il renvoie, au fond, à un ensemble de problèmes pratiques qui tiennent aux conditions qui sont faites aux vies et à l'inégalité des conditions faites aux vies. Et là, je renvoie à cette réflexion sur le presque humain également, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'au fond, la question qui est la mienne, c'est comment se fait-il que des vies sont considérées comme plus humaines que d'autres? Quelles sont les conditions sociales, politiques, culturelles, économiques par lesquelles des vies sont appréhendées comme des vies pleinement humaines, alors que d'autres vies ne sont pas appréhendées comme des vies pleinement humaines, ce qui, du coup, induit toute une réflexion sur, en quelque sorte, la déshumanisation qui, comme processus de défaut d'appréhension d'une vie comme vie humaine. Donc, je dirais que plutôt que d'aborder l'humanisme comme une doctrine stabilisée de l'humain, il faut s'interroger sur les processus d'humanisation et de déshumanisation par lesquels des vies se voient octroyer le statut de vie pleinement humaine, de vie qui compte, de vie qui œuvre,
de vie qui participent à des patrimoines, qui construisent des œuvres significatives à l'intérieur de l'humanité, et d'autres vies qui ne sont pas appréhendées comme des vies, disons, qui comptent, des vies qui sont en défaut d'appréhension et qui sont donc justement, de ce point de vue, renvoyées à une forme de désœuvrement constitutif de la déshumanisation. Ce partage œuvre-désœuvrement, on peut l'amplifier de plein de manières différentes, mais après tout, on pourrait renvoyer, pour en tordre la signification, à ce que Michel Foucault avait écrit dans sa première préface de la première édition de l'Histoire de la folie, Folie et des raisons. Quand il écrivait la folie c'est l'absence d'œuvre. Au fond, bien évidemment, dans le sens de Foucault, ça désignait une certaine chose, mais ce qui m'intéresse, c'est de me demander s'il n'y a pas, en quelque sorte, une forme de construction sociale par laquelle on assigne des vies à l'absence d'œuvre. Et si c'est le cas, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas ça, déshumaniser une vie, considérer à l'avance qu'elle n'est potentiellement productrice d'aucune œuvre? Ça peut être le bruit et la fureur des sauvageons de banlieue qui, justement, dont l'œuvre est une œuvre au noir, brûler des voitures, voilà. Ça peut être... Il y a mille manières de considérer une vie comme désœuvrée, c'est-à-dire de lui retirer son processus d'humanisation. Et je crois que, par contraste, ce que pourrait être, disons, un humanisme élargi, en tout cas, ce serait de refuser a priori la coupure entre les vies, entre celles qui comptent et celles qui ne comptent pas, entre celles qui produisent des œuvres et celles qui ne produisent pas d'œuvres, et de remettre en question, du coup, les formes d'invisibilité sociale qui sont sous-jacentes au défaut d'appréhension de certaines vies. Parmi ces formes ces opérateurs d'invisibilité sociale, il y en a un extrêmement puissant que j'ai analysé, qui est l'inaudibilité. Le fait qu'une vie devient invisible à partir du moment où elle devient inaudible. Ce qui signifie que la voix d'un sujet, non pas ne dit plus rien, n'a rien à dire, mais ne trouve aucune structure auditive susceptible d'accueillir cette voix comme une voix qui compte. La déshumanisation s'opère toujours par le fait quand à une voix, en quelque sorte, ne correspond pas à une structure auditive qui vient l'accueillir. En ce sens-là, il y a une forme d'hospitalité première à imaginer des dispositifs auditifs puissants capables d'accueillir les voix des sujets. Parce que ne plus avoir la voix, perdre sa voix, à force de perdre toute structure auditive d'appréhension de cette voix, c'est finir par devenir invisible. Le visage de quelqu'un disparaît à partir du moment où sa voix n'est plus appréhendée comme une voix qui compte. Et on peut faire une analyse des formes de précarisation sociale, allant de l'inclusion idéale typique à l'exclusion idéale typique, en passant par la précarité, état intermédiaire d'inclusion-exclusion. On peut faire une analyse justement de la fragilisation sociale à partir justement de ces processus de déshumanisation qui commencent dans le fait que la voix de ceux qui ne comptent pas n'est plus appréhendée. Tu peux parler, mais au fond, ce que tu vas dire ne m'intéresse pas. Ce que tu vas dire n'a pas à entrer dans le patrimoine de l'humanité. Et donc, les œuvres de celui qui a à dire quelque chose s'effacent irrémédiablement à partir du moment où la voix de celui qui parle ne peut plus être prise en considération. Ça, c'est un premier point qui interroge l'humanisme comme problème. L'humanisme pose le problème de l'égale appréhension de toutes les vies et partant de la possible reconnaissance de ces vies comme vies pleinement humaines. Et je procède à une distinction entre appréhender une vie et la reconnaître. On ne peut reconnaître qu'à partir d'une appréhension. La synthèse de recognition est en quelque sorte postérieure à la synthèse d'appréhension, mais en quelque sorte, il y a
une trajectoire qui va de l'appréhension à la reconnaissance, qui suppose des conditions sociales, des conditions qui ne sont pas, qui sont aussi des conditions politiques, qui sont des conditions économiques, qui sont des conditions culturelles, qui font que justement une vie, à bien des égards, est toujours une vie sous conditions. Une vie humaine est toujours une vie sous conditions. Et c'est vrai que dans l'histoire de la philosophie, peut-être, en tout cas dans ce qui s'est appelé les philosophies de la vie, on a, à un moment donné, peut-être trop rapidement théorisé la vie sans conditions et pas assez réfléchi sur les conditions à partir desquelles une vie peut être appréhendée comme une vie pleinement humaine. C'est pourquoi j'en viens à une option qui sera vraiment une espèce de fil très fragile, le contraire de l'arrogance d'une doctrine. Donc j'ai dit en commençant que l'humanisme ne peut pas être une doctrine en raison des partages qu'il produit. En revanche, s'il ne peut pas être une doctrine, il peut être une option. Qu'est-ce que c'est qu'une option ? C'est au fond maintenir une hypothèse qui est celle de l'élargissement de l'humain. Au fond, je dirais que l'humanisme, c'est cette option qui nous pousse à considérer l'égale appréhension de toutes les vies. Alors forcément, c'est une option qui a tous les risques de ne pas être écoutée, de ne pas être reçue, parce que les partages sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on a en tête une lecture trop rapidement théorique de la question de l'humanisme, les partages sur le plan historique, pratique, politique sont de plus en plus importants entre les humains pleinement humains, les presque humains, les non-humains, et on peut traduire ces partages dans différents scénarios. On peut dire que ce sont des partages liés à un scénario qui réactive la guerre des civilisations, la guerre des cultures, façon Huntington. On peut dire aussi que ce sont des partages qui réactivent des distinctions persistantes entre le Nord et le Sud. On peut décliner tous ces partages-là, mais je crois que l'une des tâches qui est la nôtre, c'est précisément de maintenir l'option de l'égale appréhension des vies comme vie pleinement humaine, ce qui pose d'ailleurs la question de la traduction. Comment on peut traduire une forme de vie insérée dans une culture, dans une autre forme de vie. Question de la traduction qui est une question essentielle à mon avis pour poser les bases de l'option humaniste. Je terminerai juste sur, pour moi, ce qui fait peut-être un retour à l'histoire de la philosophie. Je pense que dans l'histoire de la philosophie, cette option a pu être dessinée ici et là, en pointillé, dans un certain nombre de textes. Et je ne veux pas du tout, je ne terminerai pas par une liste à la Prévert, ce qui n'aurait pas grand sens. Je terminerai simplement, et je ne veux pas non plus, en citant certains auteurs, dire ces auteurs-là, ils sont pleinement humanistes, pas du tout. Je ne crois pas que la notion d'auteur ici soit d'ailleurs très pertinente pour penser l'option humaniste. Je pense plutôt à des boucles de narration qui surgissent ici ou là dans l'histoire de la philosophie et qui quand même soulignent quelque chose comme un humanisme élargi. Par exemple, lorsque Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, explique que lorsqu'on voyage, on sait bien que tout homme est proche d'un autre homme et amical, rajoute-t-il. Il y a donc une espèce de proximité presque inattendue, involontaire, qui surgit dans la rencontre entre humains. Et cette dimension de la rencontre entre des humains dans un cadre involontaire fait apparaître, je crois, quelque chose comme une unité du genre humain, ce que justement Cicéron, dans le De Finibus par exemple, avait appelé la commune société du genre humain. Expression qui peut sembler très, très normative et très arrogante, et que pour ma part, je retraduis en petite option fragile et narrative de oui, nous ne sommes pas forcément aussi séparés les uns des autres que nous le pensons, que nous le croyons. Ce que Montaigne aussi, dans les essais, la phrase est bien connue, dans les essais 3, 2, affirmait lorsqu'il disait que chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition.
On pourrait multiplier ces petites séquences de narration. Je crois qu'elles ont une valeur d'option, pas de doctrine. Et c'est en tant qu'option que l'humanisme m'intéresse.